Podcast grand format, le podcast événement de la Fondation Foch. Animé par Jessica Fallour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à la Fondation Foch. Je suis entourée du président de la Fondation. Bonjour Monsieur Bull. Bonjour Jessica. Et également du professeur Stéphane Hans, chef du service ORL et laryngologie à l'hôpital Foch. Alors soutenir la Fondation Foch, c'est donner les moyens à l'hôpital de mettre à disposition des patients les techniques les plus efficaces dans un très bon environnement. La Fondation, on va voir, fait énormément de choses tout au long de l'année et depuis longtemps d'ailleurs pour l'hôpital. C'est peut-être l'occasion de revenir sur l'histoire de la Fondation, Monsieur Bull. C'est une histoire qui a maintenant entre 80 et 90 ans. La Fondation a été créée en 1929 pour justement construire un hôpital en banlieue parisienne qui accueille les personnes qui avaient des problèmes pour se soigner dans Paris ou qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les cliniques privées. Donc cette fondation a réuni des moyens importants pour assurer le financement de la construction. Ces moyens ont été apportés par des grandes fortunes françaises et américaines. C'est pourquoi la fondation, d'ailleurs, son intitulé global, c'est Fondation médicale franco-américaine du Mont Valérien. Et en réalité, elle s'appelle Fondation Foch parce que le maréchal Foch est décédé en 1929 au moment de la création de la fondation et son épouse a accepté de donner son nom à cette fondation. Et c'est elle qui a d'ailleurs présidé le comité qui a réuni les sommes importantes pour construire l'hôpital. Tout à fait, on va en parler parce que vous avez justement un magnifique comité de soutien. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et puis nous dire un petit peu quel est le rôle du comité ? Le comité de soutien, il est composé de personnalités importantes de la vie économique et des personnalités qui ont défrayé la chronique pour leur performance et qui ont décidé d'apporter leur soutien à la Fondation pour permettre à l'hôpital de poursuivre sa trajectoire d'innovation, de recherche et continuer à accueillir les patients avec beaucoup de personnalisation, de bienveillance. Il est présidé par Louis Schweitzer, que tout le monde connaît. Bien sûr. Et il réunit donc des gens qui viennent d'horizons assez différents, du spectacle, de la vie, de la communication, de la vie économique. Et donc ils ont pour mission, si vous voulez, qu'on leur a proposé, qui est de nous ouvrir des portes auprès de grands mécènes, de grandes fortunes françaises qui peuvent être motivées par l'idée de consacrer une partie de leurs moyens à aider des établissements, d'abord la recherche en santé, qui est très motivante pour beaucoup de gens, de consacrer une partie de leurs moyens à aider cet hôpital à poursuivre sa trajectoire et à continuer à innover et à soigner dans les meilleures conditions avec des fleurons importants comme celui que représente par exemple le professeur Hans. Merci, très bonne transition, tout à fait. Le professeur Hans est avec nous. Alors vous avez vraiment un service incroyable, un véritable pôle d'expertise, d'excellence, tant bien pour l'ORL que votre unité de laryngologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe, votre service, nous dire ce que vous faites au sein de l'hôpital Foch ? Oui, alors donc je suis le professeur Hans et je suis chef du service d'ORL et chirurgie cervico-faciale. Et c'est vrai, Jessica, on a deux pôles d'expertise qui sont la laryngologie, c'est-à-dire la prise en charge médicale et chirurgicale des maladies du pharynx et du larynx, notamment des cordes vocales bien connues du grand public, et d'autre part la chirurgie minimale invasive au laser et au robot pour certains cancers ORL. D'ailleurs, la Fondation vous a soutenu, vous a apporté effectivement son soutien pour vous permettre de bénéficier de ces techniques absolument incroyables et qui apportent un bénéfice énorme pour les patients. Vous pouvez nous en parler. Tout à fait. Et l'intérêt de cette chirurgie minimale, c'est clairement d'apporter aux patients des durées d'hospitalisation beaucoup plus courtes, une réhabilitation beaucoup plus rapide et donc une réhabilitation plus rapide et donc une amélioration nette de leur qualité de vie. C'est le fameux Blue Laser. Et notamment le Blue Laser. Et grâce à une donatrice, effectivement,
Et je remercie la Fondation Foch à ce niveau-là parce que nous avons eu l'occasion donc d'acquérir un Blue Laser. Ce Blue Laser va nous permettre de réaliser des interventions non plus au bloc opératoire sous anesthésie générale, mais en consultation grâce à des fibroscopes qui ont un canal opérateur, c'est-à-dire que le patient est en consultation sous anesthésie locale et on va réaliser des interventions comme ça sur les cordes vocales. C'est incroyable et ça se fait très peu en France. Alors en France et en Europe, pour l'instant, il y a très peu d'équipes qui le font. Ce sont des interventions qui sont développées aux États-Unis depuis une dizaine d'années, surtout pour des raisons médico-économiques, parce que bien sûr, c'est une prise en charge qui est très intéressante aussi sur le plan économique, puisque le patient ne va pas être endormi complètement et donc ne pas avoir les inconvénients, voire les risques d'une anesthésie générale. Et une meilleure récupération également. Et une meilleure récupération. La Fondation Foch vous a également permis de rencontrer l'association des gueules cassées. Tout à fait. Et à ce niveau-là, ça a été, je dirais, on a eu l'occasion à 2 réunions qui ont été très intéressantes et très enrichissantes des 2 côtés. Et cette fondation qui existe depuis très longtemps, et c'est d'ailleurs l'hôpital Foch est très connu à ce niveau-là, c'était les gueules cassées. Je vous rappelle la guerre de 14-18, l'horreur, avec le fameux film La Chambre des officiers, où on voit bien la prise en charge des patients qui ont été mutilés dans les tranchées. Et l'hôpital Foch, grâce à sa service d'ORL et de chirurgie maxillofaciale, a eu un rôle très important dans la prise en charge. Une vraie réactivité aussi. On peut le souligner, la Fondation est extrêmement réactive lorsque des services, des médecins ont besoin d'un soutien concret. Vous êtes là, vous répondez présent. La Fondation est là pour soutenir la dynamique d'innovation et de recherche de l'hôpital Foch. Et cette dynamique, c'est le garant, la garante de son attractivité pour les patients. Et en même temps, c'est la logique de son histoire. C'est-à-dire que le professeur parlait des gueules cassées. Foch a une antériorité, toute une histoire avec les gueules cassées, par exemple. Et puis, Foch, au fil de son histoire, a fait de nombreuses premières médicales. Oui. Et donc, nous sommes là pour aider justement les équipes à poursuivre leurs projets, à poursuivre leurs rêves d'un point de vue médical, pour permettre à la fois aux équipes de réaliser ces choses et en même temps à l'hôpital de continuer à entretenir cette image assez singulière dans le domaine hospitalier privé associatif, puisque c'est le statut de l'hôpital Foch. Donc avoir cette image très particulière d'un hôpital qui à la fois fait de la recherche, soigne avec beaucoup d'attention les patients et ressemble un peu à un petit CHU, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a parmi les personnels médicaux, énormément d'hospitalo-universitaires, de professeurs comme Stéphane Hans. Et donc, il a cette caractéristique assez particulière. Et c'est, je ne dis pas que c'est grâce à la Fondation, mais c'est aussi le devoir de la Fondation. Dans son statut, il est prévu qu'elle doit assurer la pérennité de l'hôpital et son développement. Et la pérennité de l'hôpital et son développement, c'est grâce aux professeurs comme Stéphane Hans que l'hôpital peut continuer. Il est resté, d'une certaine manière, ce modèle est resté à l'identique par rapport à sa création initiale. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Et la Fondation, qui ne gère pas, qui n'exploite pas directement l'hôpital, a créé pour l'exploitation de l'hôpital une association avec la ville de Suresnes et le département 92. Et une grande partie des administrateurs sont d'ailleurs communs entre la Fondation et l'hôpital. Et il y a, à travers ces 2 institutions qui sont étroitement associées, une synergie qui permet justement en s'adressant à des philanthropes, à des gens qui sont motivés par la qualité de la médecine française, par les recherches, de pouvoir apporter leur soutien. Et c'est notre rôle, c'est notre devoir. Et on est ravis de pouvoir aider des services comme celui du professeur Hans à rester au top
de la médecine hospitalière. Ce qui est magnifique, c'est que j'ai l'impression que vous avez des donateurs qui sont extrêmement fidèles, qui vous suivent depuis des années, qui répondent présents quand on a besoin d'eux. Tout à fait. Comment vous... Alors vous avez aussi une équipe incroyable, hein, vraiment toute l'équipe de la Fondation, on peut le dire, fait un travail au quotidien. Remarquable. Mais remarquable, et toujours avec le sourire, une bienveillance, mais... Vraiment, on peut le dire, parce que c'est beau à voir. Et effectivement, comment vous expliquez cette fidélité de vos donateurs, de vos grands donateurs ? C'est une fidélité qui est entretenue, justement par cette équipe extrêmement engagée. C'est presque un partenariat. Motivée. Oui, c'est presque un partenariat. C'est une dizaine de milliers de donateurs qui s'intéressent à la vie de Foch. À son histoire, à ce que Foch, et on informe évidemment régulièrement, on leur rend compte, on leur rend des comptes, on est de plus en plus transparent et ils savent que l'argent qu'ils vont donner à la Fondation, il sera employé pour l'objet pour lequel ils ont accepté d'accorder un financement. Tout ça se fait dans la grande transparence, contrôlée par le comité de la charte, qui est donc le garant du label Don en confiance. Et donc, nos donateurs, ils sont en pleine confiance avec nous. Sûr. Et ils ont la possibilité de venir d'ailleurs à l'hôpital, de rencontrer les équipes, de voir les plateaux techniques qu'ils ont. On essaie le plus souvent possible de leur proposer des visites et des rencontres effectivement avec les personnalités qu'ils ont aidées. On parlait de la recherche parce que c'est l'un des axes de soutien de la Fondation. Professeur Hans, quelles sont les thématiques de recherche qui sont totalement liées, associées bien sûr à la clinique ? Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? En laryngologie, on travaille essentiellement sur 4 thématiques. D'une part, les paralysies laryngées unies et bilatérales. D'autre part, une entité particulière qui est mal connue en France et en Europe, qu'on appelle le reflux laryngopharyngé, qu'il faut distinguer du reflux gastro-œsophagien qui, lui, est très connu. Enfin, nous travaillons beaucoup sur les états précancéreux et les cancers de la corde vocale. Et plus récemment, avec la pandémie Covid, nous avons beaucoup travaillé sur l'anosmie. On a d'ailleurs été la première équipe dans le monde à publier plus de 1500 patients qui étaient anosmiques, et la dysphonie, donc les troubles de la voix de patients qui avaient une maladie liée au Covid. Anosmique, c'est le goût, c'est l'odorat. L'odorat et le goût. Tout à fait. Vous parliez de dysphonie. La dysphonie, c'est quand la voix déraille. Exactement. Et là, vous avez un traitement, là aussi, qui est novateur en France à l'hôpital Foch. C'est que vous proposez en fait des injections dans les cordes vocales, en consultation et sous anesthésie locale. Tout à fait, Jessica. Et c'est là où, clairement, la Fondation Foch nous a aidés. Avec la Fondation des Gueules Cassées, on est en train de mettre en place toute une unité de laryngologie moderne, innovante, avec notamment la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de traiter les patients non plus au bloc opératoire, mais en consultation sous anesthésie locale. Et par exemple, dans le cas d'une paralysie unilatérale, le patient va avoir une dysphonie, parce qu'il va y avoir un espace qui va être présent entre les 2 cordes vocales, donc le patient va avoir une voix soufflée, il parlera comme ça, il aura beaucoup de mal à parler. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va injecter un produit volumétrique dans la corde vocale paralysée, sous anesthésie locale, et le patient donc ne passe pas au bloc opératoire, il n'a pas les inconvénients de l'anesthésie générale. Et en plus avec un résultat immédiat. Et le patient voit son résultat immédiat. Il est clairement acteur de l'intervention. Il parle tout de suite d'une façon beaucoup plus efficace. Quelles sont vos envies, vos souhaits, vos besoins, les projets du service ORL, vos projets d'avenir, notamment pour ce qui concerne la chirurgie cervicale, au robot ? Oui, alors... En fait, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à l'hôpital Foch et j'ai développé la chirurgie robotique dans les cancers ORL depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous avons d'ailleurs publié l'an dernier la plus grosse série mondiale de cancers du larynx traités par chirurgie minimale invasive au robot.
L'intérêt du robot par rapport à la chirurgie classique, c'est d'avoir des patients qui n'ont plus besoin de trachéotomie, de patients qui n'ont plus besoin d'avoir des sondes d'alimentation et avoir des durées d'hospitalisation très courtes. En gros, une chirurgie cervicale par voie ouverte, c'est 1 mois d'hospitalisation. Au robot, c'est moins d'1 semaine. On voit évidemment tout de suite l'intérêt. Et effectivement, là, un nouveau projet me porte à cœur, et je sais que la Fondation va nous aider, c'est de faire de la chirurgie cervicale au robot. Cette chirurgie cervicale a été développée essentiellement en Asie, parce que, vous savez, en Asie, la médecine chinoise a un rôle très important, même par rapport à la médecine scientifique. Et il y a ce qu'on appelle les méridiens. Et il y a un méridien qui passe par la moitié du corps, et notamment chez les femmes, ce méridien, lorsqu'elles... n'ont pas d'enfants, par exemple. Et c'est un problème, oui. Par exemple, quand une femme a une chirurgie cervicale avec une incision au niveau cervical, comme ce méridien passe par le cou et par l'utérus, oui. Les femmes craignent de ne plus avoir de grossesse, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle les Asiatiques, et surtout les Coréens, avec lesquels d'ailleurs j'ai des liens d'amitié, ont développé depuis une dizaine d'années de la chirurgie robotique qui consiste à déplacer les cicatrices. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une cicatrice visible en bas du cou, on va la voir soit dans l'aisselle, soit derrière l'oreille. Ce qui est un vrai changement en termes de qualité de vie pour les patients. C'est certain. Quand on sait qu'un patient met 1 an à peu près pour accepter sa cicatrice, notamment suite à une chirurgie de la thyroïde, 1 an, vous imaginez, pour accepter, même par rapport à la vie sociale, en fait, pour sortir, pour retourner travailler, ne pas sortir systématiquement avec un foulard, là, on aurait effectivement plus du tout ce problème. Et ça permettrait de soigner aussi peut-être plus facilement, parce que j'imagine que des patients doivent reporter aussi les interventions, notamment à cause de ça, entre autres. Tout à fait, Jessica. Et pareil, il y a au moins 2 articles dans la littérature américaine qui ont clairement montré que les patients, effectivement, même si les chirurgiens considèrent que la cicatrice est belle, etc., les patients mettent plusieurs mois à se remettre de cette cicatrice. Sans parler des complications. Et sans compter les complications potentielles de type cicatrice hypertrophique ou kéloïde, et qui seront très visibles. D'autre part, les cicatrices cervicales, c'est très stigmatisant. Chez un sujet jeune, on pense tout de suite à une maladie grave, etc. Et si c'est des personnes qui sont dans le milieu professionnel, ça peut avoir des inconvénients. Et donc cette chirurgie cervicale au robot, ça nous permet de déplacer les cicatrices dans des endroits qu'on ne voit pas. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ce sont de beaux projets d'avenir et effectivement, je ne doute pas que la Fondation va vous suivre, va vous accompagner. Merci à tous les deux. Ce podcast grand format se poursuit avec les autres personnes de la Fondation. On va accueillir Laurent Kessial, le directeur général, le docteur Hélène Salvator, pneumologue, et puis on retrouvera tout à l'heure le docteur Georges Rodèche qui nous parlera, lui, du magnifique radiobloc qu'il a, et il va nous le présenter grâce, là aussi, au soutien de la Fondation. Merci à vous, messieurs. Merci, Jessica. À très bientôt et bonne continuation. Podcast grand format, le podcast événement de la Fondation Foch. Podcast grand format, le podcast événement de la Fondation Foch. Animé par Jessica Fallour. Et en direct de l'hôpital Foch, nous sommes actuellement dans le hall de l'hôpital avec une nouvelle table ronde et 2 invités. Docteur Hélène Salvator, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue. Oui, pneumologue. Et juste à vos côtés, Laurent Kessial, directeur de la Fondation Foch. Bonjour Jessica. Alors vous allez nous parler justement d'un autre engagement de la Fondation, puisque vous aidez aussi les médecins à découvrir d'autres univers, notamment à l'étranger. Comment ça se passe en fait ? La Fondation permet aux médecins, comme le docteur Salvator, d'aller s'imprégner d'une autre atmosphère Alors, médicale dans des laboratoires de recherche notamment. Ouais.
Comment ça se passe ? Alors, le rôle, si vous permettez, Jessica, va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est une des missions de la Fondation. On a quelques-unes. Et parmi ces missions, effectivement, vous avez raison, on participe à la formation des médecins, notamment à l'international. Alors, c'est pas la formation d'ailleurs, c'est comment on pourrait dire ça, Hélène, un complément de formation ou un complément d'expérience peut-être. Oui. Et ça demande effectivement un budget. Là, concernant Hélène, elle est partie aux États-Unis. Comment ça se passe en pratique alors, par exemple ? Alors, Hélène les docteurs présentent des projets à l'hôpital d'abord, parce que c'est l'hôpital qui fait le tri. Enfin voilà, nous à la Fondation, il n'y a pas de médecin. Donc c'est l'hôpital qui décide des projets. Ils nous les soumettent à la Fondation. Et comme à la Fondation, on soutient déjà dans le secteur dans lequel travaille Hélène, la charge de transplantation depuis maintenant 4 ans. Et évidemment, un lien évident par rapport à l'activité d'Hélène. Et puis, il faut le dire, quand le directeur de l'hôpital ou le chef de service viennent nous voir en nous disant « On a un docteur formidable, Hélène Salvatore, qui est certainement une pneumologue en devenir, qui souhaite surtout continuer son activité à Foch », la Fondation n'a pas d'autre choix que de dire « Oui, on est très content d'accompagner ces jeunes médecins brillants ». D'abord parce que ce qu'ils ont apporté est extrêmement important pour les patients. Ce qu'ils ont apporté est extrêmement aussi important pour l'hôpital Foch, parce que ça permet aussi un rayonnement à l'international aussi. Oui, parce que finalement, quand ces médecins partent aux États-Unis ou sur d'autres continents, mais ils parlent aussi de Foch, ils portent aussi les valeurs de Foch. Alors, comme je le disais, docteur Salvatore, vous êtes parti pendant 1 an aux États-Unis dans un laboratoire de sciences à côté de Washington. Ça, c'était dans le cadre d'un cursus post-universitaire. D'un cursus universitaire, d'un cursus post-doctoral. Post-doctoral universitaire. Voilà. Et donc, vous aviez un projet de recherche à la base, en partant là-bas. C'était quoi ? Racontez-nous. Alors, donc, je dois dire que je suis un peu une enfant de l'hôpital Foch, puisque j'ai fait une partie de mes études ici, mon internat. J'ai été soutenue tout au long de mon cursus par l'hôpital, par mes maîtres à l'hôpital, mais également par la Fondation Foch, qui a soutenu plusieurs de mes projets, à la fois en clinique et en recherche. Ces projets s'inscrivent dans un cadre universitaire et j'ai donc réalisé des projets de sciences au laboratoire qui est affilié à l'hôpital Foch en Master 2, en thèse de sciences et puis après en post-doctorat. Donc ce post-doctorat en général se fait à l'étranger. Et donc j'ai eu la chance de bénéficier du soutien de l'hôpital Foch pour faire ce post-doctorat à l'étranger. Ce post-doctorat tenait sur le projet de recherche qui est le mien ici à l'hôpital Foch et au laboratoire de sciences, qui est l'étude de la modulation du fonctionnement de l'immunité pulmonaire. Et l'intérêt de cette modulation pour les maladies respiratoires chroniques, mais également pour optimiser la transplantation pulmonaire. Donc j'ai pu aller dans un laboratoire très renommé qui travaille sur les cellules macrophagiques, donc ces cellules de l'immunité innée, et sur l'effet d'anticorps qui sont dirigés contre ces cellules. Qu'est-ce que vous a apporté cette année de mobilité post-doctorale ? Alors une ouverture d'esprit, tout d'abord. C'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs et comment fonctionnent les gens dans d'autres pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une étape, en fait, c'est un prérequis dans notre cursus universitaire. C'est une étape obligatoire. On nous force à aller voir dans d'autres pays comment ça se passe. C'est vrai qu'aux États-Unis, la recherche bénéficie de moyens très importants et j'étais dans un centre expert. Et ce qui m'a permis de me former sur des techniques et à partir de prélèvements très rares. J'ai pu donc découvrir de nouvelles techniques que une fois retournée au laboratoire ici, je continue à mettre donc vous en faites pratique. Profiter également, bien sûr, l'hôpital. Oui, voilà, je continue dans la suite. Je prends la suite de ce projet en encadrant maintenant à mon tour des élèves au laboratoire sur ce même sujet, la cellule macrophagique pulmonaire, l'immunité innée pulmonaire et comment moduler cette activité. Et puis vous aviez un objectif, c'était la publication scientifique.
Oui, bien sûr. La publication scientifique, c'est le Graal de tout chercheur. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qui permet de valoriser sa recherche, de la diffuser le plus largement possible. Et c'est quelque chose qui est très valorisant pour moi, mais également pour l'institution. Autre soutien de la Fondation, l'achat, l'investissement d'un cytomètre. Un cytomètre de flux. Alors, juste avant, une précision peut-être, Jessica, c'est que ce que vient de dire évidemment le docteur Salvatore est absolument passionnant, mais pas que pour nous finalement, il est passionnant aussi pour les donateurs. Je rappelle juste que la Fondation ne peut fonctionner que grâce aux dons des donateurs, et que si les donateurs donnent, c'est aussi parce que les médecins, comme Hélène, partagent leur expérience. Tout à fait. Partagent leur savoir. Nous, à la Fondation, on est là juste pour mettre en avant tous ces médecins-là et mettre en avant des médecins, qui plus est, femmes, dans un hôpital où il y a 80% de femmes, oui. et des femmes talentueuses, jeunes, qui font réellement avancer la médecine, réellement avancer ces projets. Évidemment, nos donateurs, qu'ils soient chefs d'entreprise, artistes, institutionnels, ils sont très friands de ça. Et effectivement, Hélène, j'espère, le docteur Salvatore va encore nous accompagner de longs mois, de longues années dans les différents événements de la Fondation pour qu'elle puisse être aussi aidée, parce que la recherche, évidemment, c'est plus qu'important, vous l'avez compris, pour l'hôpital, pour la Fondation, mais ça demande des moyens, des moyens financiers. Et c'est vrai qu'à la Fondation et à l'hôpital, on a cette agilité-là de pouvoir très rapidement financer ce type de projet. Voilà. Donc j'en reviens au fameux cytomètre. Alors, vous avez besoin de ce cytomètre. Là aussi, vous avez fait appel à la Fondation. Qu'est-ce que c'est ? Dites-nous un petit peu, ce cytomètre, à quoi ça sert ? C'est un équipement de biologie qui est assez perfectionné, qui permet de séparer les cellules et de pouvoir les étudier le type de cellules et leur état d'activation. Donc un intérêt essentiel dans mon projet de recherche pour étudier les macrophages, les sous-types de macrophages et leur état d'activation. Et c'est vrai que ça manquait au laboratoire pour pouvoir étendre nos recherches, l'intérêt de nos recherches. Donc on a fait appel à la Fondation Foch pour cet équipement. Ils nous ont soutenus et depuis qu'on l'a, on doit dire qu'on est vraiment extrêmement contents. Ça nous fait progresser, ça nous facilite la vie, mais ça nous fait aussi progresser nos recherches. Vous ne vous quittez plus, puisqu'il y a aussi la plateforme que la Fondation a soutenue, la plateforme Exalomix. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors voilà, je dois dire que c'est vrai que la Fondation Foch a été un soutien dans différents projets tout au long de ma carrière, de ma petite carrière jusqu'à présent, mais voilà, donc un soutien essentiel, et notamment dans cette plateforme Exalomix. Donc c'est une plateforme qui est assez unique. C'est une plateforme qui est dédiée à l'analyse des petites molécules qui sont présentes dans l'air que l'on souffle, ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Ce sont des molécules qui sont invisibles, évidemment, et pour les étudier, il faut un équipement très spécifique. On a différents dispositifs qui permettent de les étudier, soit ce qu'on appelle des nez électroniques, soit des machines un peu plus complexes, ce qu'on appelle une spectrométrie de masse. Cette machine, elle est plus complexe, plus lourde, surtout plus chère. Et là, notre besoin à nouveau financier nous a fait nous tourner vers la Fondation Foch, qui nous a soutenus pour l'achat de cet équipement, qui est essentiel dans nos recherches. Maintenant, ça fait plusieurs années que cette plateforme est en activité. C'est une plateforme unique parce que jamais on a vu cette plateforme scientifique, biotechnologique insérée directement dans un service clinique. C'est en général des machines de recherche qui sont dans des laboratoires de recherche. Là, l'intérêt, c'est qu'elles soient vraiment connectées à la clinique et au plus près des patients. C'est aussi ça, l'intérêt de l'hôpital Foch, c'est vraiment cette connexion entre la clinique et la recherche, l'un nourrissant l'autre, et qui nous semble essentiel et qui permet de nous épanouir en tant que médecins-chercheurs.
C'est une formidable ambassadrice de la Fondation, docteur Salvatore. Vous disiez, Jessica, tout à l'heure qu'on ne se quittait plus. Heureusement qu'on ne se quitte plus, parce que pour expliquer des choses aussi compliquées de manière aussi simple à des donateurs, sans Hélène, moi, je vais vous dire, je suis perdu. Donc c'est ça aussi ce qui est formidable avec cette génération de médecins, c'est qu'ils arrivent à se mettre un peu, en termes de compréhension, à pouvoir expliquer des choses qui sont infiniment compliquées. Ce matin, j'ai visité le laboratoire avec Hélène, son laboratoire. J'en suis ressorti un peu plus intelligent, mais en comprenant un peu le sujet. Mais encore une fois, s'ils ne sont pas là aussi pour décrypter, pour essayer de rendre des choses plus lisibles, plus entendables pour les grands donateurs. Et puis on sent cette transmission de passion aussi. Oui. C'est fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux. Merci. Merci pour tout. Bravo. Je vous en prie. Merci à vous. Merci encore à la Fondation. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. On vous laisse filer parce qu'on sait que vous reprenez votre activité intense cet après-midi. Merci à vous. Au revoir. On vous laisse filer. Bien sûr, Laurent Kessial, vous restez avec nous. Le docteur Rodèche est déjà là, il est parmi nous. Nous avons également Valentine. Vous allez d'ailleurs nous présenter Valentine qui travaille avec vous. Bonjour Valentine. Bonjour Jessica. Bienvenue. Alors Valentine, elle est incontournable au sein de la Fondation. Incontournable. Valentine, vous êtes responsable des legs notamment. Tout à fait. D'accord. Et pas que. Responsable des legs, des assurances-vie, des relations avec le notaire, mais aussi des relations avec les médecins et les professeurs de l'hôpital. C'est le lien en fait de la Fondation avec l'hôpital. Voilà. Donc, quand les médecins, par exemple, ont un besoin, une idée, c'est vous qu'ils appellent. Ils se tournent vers moi, exactement. Ils présentent leurs projets les plus fous et je vois avec l'équipe ce qu'on peut mettre en œuvre pour les accompagner, pour les aider, pour trouver le plus de fonds possible, évidemment. Donc vous avez un vrai rôle de conseil, d'accompagnement, d'orientation. C'est ça, tout à fait. Aussi bien pour les médecins que pour les donateurs. Les donateurs, exactement, et les testateurs. Alors justement, vous allez nous expliquer comment on peut devenir... il y a plusieurs façons de donner à la Fondation, déjà. Par quoi commencer? Alors déjà, la manière la plus simple, il faut savoir que... Tout le monde peut donner, Tout le monde peut donner, déjà. Oui. Et pour la Fondation Foch, il faut savoir qu'à 95%, nos donateurs sont des patients ou anciens patients. Donc des personnes qui sont soignées, qui sont satisfaites et qui veulent témoigner leur reconnaissance à l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Concernant les donateurs, il y a plusieurs façons donc, de donner. Et puis, il n'y a pas de petits dons. Ça aussi, on peut le dire. Il n'y a pas de petits dons. Tous les montants sont très précieux. Et il faut savoir que 100% d'un don versé à la Fondation Foch ira à l'hôpital. Et ça, c'est très important. On est également une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Donc ça veut dire qu'on délivre des reçus fiscaux. En ce qui concerne les legs, on est exonéré des droits de succession. Donc c'est une plus-value extrêmement importante pour les gens qui nous soutiennent. Donc il y a différents moyens de soutien, les donations, les legs, l'assurance vie également, on peut en toucher deux mots. Tout à fait. Les assurances vie, alors moi depuis que je suis à la Fondation depuis 3 ans, on a un nombre croissant d'assurances vie qui arrivent. Donc ce sont des personnes qui souscrivent à un contrat. C'est très simple, c'est auprès de leur assurance ou de leur conseiller bancaire et ils peuvent désigner la Fondation Foch comme bénéficiaire de leur assurance. Donc en ce qui me concerne moi en termes de traitement, c'est extrêmement simple. C'est 3 papiers à la banque et on reçoit nous une somme plus ou moins importante mais qui dans tous les cas sera extrêmement précieuse pour l'hôpital. Par exemple récemment on a reçu une très belle assurance vie d'à peu près 200 000 € qui nous a permis d'aider le service d'urologie de l'hôpital Foch parce que la dame qui nous avait désigné bénéficiaire avait précisé qu'elle voulait que ce soit affecté au service urologie du professeur Lebré. C'est ça, justement. En fait, on a la possibilité, en tant que donateur, d'affecter notre soutien au service de notre choix. Tout à fait. Ça, c'est formidable, parce que vraiment, comme vous le disiez, beaucoup sont des patients, des familles, ils connaissent l'hôpital Foch, et ça leur permet de transmettre aussi et d'aider les autres patients, les autres familles. Généralement, ils ont ce souhait d'affecter à un service en particulier. Alors, je peux dire que c'est du 50-50. Ah oui. On a ceux qui nous disent allez au plus pressé, au besoin le plus important, et là, c'est le conseil d'administration de la Fondation qui va décider
décider en accord avec le conseil scientifique de l'hôpital où est la priorité, ou alors effectivement, comme vous dites, les donateurs qui ont été très très bien soignés dans un service en particulier, qui veulent vraiment l'aider et qui peuvent flécher leurs dons, allant par exemple jusqu'à l'achat d'un matériel spécifique ou en donnant leur soutien à un programme de recherche en particulier. Il y a une reconnaissance, mais fabuleuse. Ah, mais vraiment. complètement, c'est incroyable et nous, on est tous très touchés et c'est ce qui nous anime au quotidien et on est vraiment ravis de travailler pour cette cause. Quand on n'a pas d'enfant ni de conjoint, on peut disposer librement de l'ensemble de nos biens et du coup, on peut transmettre notre patrimoine à qui on souhaite, et notamment à la Fondation Foch. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Vous aussi, comme je le disais, vous avez vraiment clairement un rôle de conseil et d'accompagnement. Oui. Tout à fait. Alors il y a deux volets. Il y a les testateurs qui se manifestent de leur vivant, donc qui se tournent effectivement vers moi. On intensifie là depuis quelques années nos actions de communication pour montrer qu'il est possible de léguer à la Fondation Foch, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ces possibilités. Sûr, tout à fait. Donc voilà, moi mon travail c'est vraiment de communiquer, d'informer le plus possible et ça commence par communiquer au sein même de l'hôpital. Donc moi je reçois des personnes qui effectivement, comme vous le disiez, n'ont pas de famille et qui ne savent pas quoi faire de leurs biens et qui sont très intéressés et qui ne veulent pas que tout ça parte à l'État. Donc moi je les aiguille, je les conseille, je les accompagne et voilà, et une fois que ces personnes malheureusement sont décédées, c'est moi qui gère la succession de A à Z. Donc je la gère comme si c'était la mienne, mais pour le compte de la fondation. D'accord, donc vente d'appartements. Exactement. Par exemple. C'est ça, exactement. Aller dans les différents appartements, les vider, estimer les biens, revendre ce qui est précieux avec un commissaire-priseur, travailler avec le notaire, gérer les dégâts des eaux qui peut y avoir éventuellement. C'est extrêmement varié. Et après, effectivement, valoriser le bien avec des agents immobiliers, le mettre en vente avec l'idée que effectivement tout ça aille après à l'hôpital. Est-ce qu'il faut faire part de notre décision à nos proches éventuellement ou pas spécialement ? Est-ce que ça nous regarde et on n'a pas forcément besoin d'informer nos parents, nos enfants de notre souhait ? Alors, c'est vraiment ça, c'est au bon vouloir de la personne qui lègue, mais néanmoins, moi je conseille quand même toujours d'en informer un proche, afin que le jour où cette personne disparaîtra, la personne qui a été informée du fait que la Fondation soit légataire soit informée le plus vite possible, parce que parfois ça peut prendre un peu de temps. Il est déjà arrivé qu'on soit héritier d'une succession et qu'il se passe 1 an et demi avant qu'on ait l'information. Parce que les notaires ont traîné, parce qu'il y a eu X ou Y raison, le fait d'avertir un proche de confiance que la Fondation est légataire, quand la personne décède, le proche va m'appeler pour me dire voilà, et pour que je puisse prendre la tâche avec le notaire le plus rapidement possible. Vous parliez également des projets en interne, des projets des médecins. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment ou les projets qui vous ont particulièrement intéressé, ému ? Alors là récemment, avec l'équipe, on a organisé une levée de fonds auprès de nos donateurs fidèles et réguliers pour financer notamment l'acquisition d'un laser pour le professeur Hans, un Blue Laser. Blue Laser, oui. Voilà, on a également porté un projet toujours pour le service ORL autour de la laryngologie pour permettre des interventions au niveau du larynx avec pour objectif de laisser le moins de séquelles possible chez le patient et de diminuer la durée d'hospitalisation. On a également 2 gros chantiers qui sont la rénovation des urgences de Foch et la rénovation du service psychiatrie. Grosse activité. Et je pense que j'en oublie plein encore. Oui, on a aussi une extension de l'hôpital Foch qui va concerner la cancérologie, qui va regrouper la chimiothérapie, les soins de support et tout ce qui concerne l'oncologie. C'est un gros projet pour la Fondation à l'hôpital. Et puis, comme le dit brillamment Valentine, on a d'autres projets qui s'intercalent entre tout ce qu'on vient de vous annoncer. La chaire de transplantation également, et auquel on apporte. Pour bien qu'on comprenne, Laurent Kessial, en fait, les axes de soutien à l'hôpital Foch, en fait, il y en a 4. L'acquisition des équipements, l'aménagement, les locaux, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes ? Les 4, vous en avez cité quelques-uns, c'est effectivement l'acquisition de matériel médical, que ce soit imagerie et robotique. L'idée, c'est d'équiper les chirurgiens avec le meilleur matériel possible
pour qu'ils puissent exercer leur métier avec du matériel de dernier cri. Et c'est finalement un cercle assez vertueux, c'est-à-dire que le fait de travailler avec du matériel de grande qualité permet aussi d'avoir des chirurgiens qui souhaitent venir à l'hôpital Foch pour pouvoir exercer avec ce matériel-là. Ça attire également les internes. Vous savez que l'hôpital Foch est le premier hôpital privé à but non lucratif universitaire de France. Oui. Donc ça aussi, ça a beaucoup de sens. Ça fidélise aussi. Mais bien sûr, ça fidélise. Et, les équipes. Ça fidélise les équipes. La deuxième chose, c'est effectivement, on a parlé, c'est participer à la rénovation et à l'extension de l'hôpital. Je rappelle que la Fondation est propriétaire des murs de l'hôpital. C'est 100 000 m², donc c'est aussi un moyen de garantir et de pérenniser l'activité de l'hôpital. La troisième mission, on a parlé un peu tout à l'heure, c'est d'accompagner les médecins à l'international pour les bureaux des voyages d'études. Ouais. Et puis le dernier, c'est pas le moindre des projets de l'hôpital, c'est de financer les projets de recherche des différents médecins. Voilà. Et Dieu sait si à l'hôpital Foch, il y a des projets de recherche qui sont en cours. Donc la Fondation ne finance pas tout le temps tout à 100%, mais en tout cas c'est un levier très important. Ah oui. Important. Et puis c'est aussi une manière de tenir un lien avec à la fois les patients qui sont passés à l'hôpital, nos donateurs, et d'expliquer que l'actualité de notre hôpital est une actualité forte, une actualité qui s'est tournée vers la médecine de demain et qui bénéficie à tous. Merci infiniment. Peut-être une dernière chose, pour compléter ce que disait Valentine, c'est qu'on a également un label, qui est le label Don Confiance, qui est renouvelé chaque année, donc qu'on donne à la Fondation Foch. Voilà, il y a un audit extérieur qui permet la transparence. Qui permet la transparence et qui, les comptes sont bien gérés à la Fondation et l'argent qui est donné à la Fondation va bien là où il doit aller, c'est-à-dire on peut donner en toute médecins. Tranquillité, en toute sérénité. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision, Laurent Kessial. Merci infiniment, Valentine Laurent, pour tout ce que vous faites et pour votre sourire, mais légendaire, incroyable. C'est vrai, on sent cette énergie, cet enthousiasme au sein de la Fondation. Et puis c'est contagieux. C'est vrai qu'à la Fondation, on a la chance, et j'ai la chance d'avoir une équipe absolument formidable. Valentine, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, est un maillot essentiel parce que les legs, ça collecte quand même beaucoup de fonds pour la recherche. Et d'avoir des jeunes femmes brillantes. Alors, les jeunes femmes, on en a parlé tout à l'heure, des jeunes femmes médecins brillantes, mais on a aussi au sein de la Fondation une équipe qui maîtrise bien ces sujets, qui sont très professionnels, très impliqués. Et c'est formidable de pouvoir travailler dans cette ambiance-là. Pour les patients, pour les médecins et pour l'hôpital. Et on accueillera d'ailleurs Maëlys de Chasset, la directrice du développement, qui nous parlera de toutes les actions menées, parce qu'on ne s'ennuie pas à la Fondation Foch. Non, on n'arrête pas. Merci infiniment à vous. Merci Jessica. Et bonne continuation. Merci. Bravo à la Fondation Foch. Podcast grand format, le podcast événement de la Fondation Foch. Podcast grand format, le podcast événement de la Fondation Foch. Animé par Jessica Fallour. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce podcast grand format en direct et vraiment à l'accueil de l'hôpital. Merci à vous d'être parmi nous, docteur Georges Rodèche. Merci beaucoup. Vous êtes le chef de service neuroradiologie diagnostique et thérapeutique à l'hôpital Foch. Et à vos côtés, la magnifique, je me permets, Maëlys de Chasset, directrice du développement des ressources de la Fondation Foch. Alors vous supervisez, on va en parler, mais vous supervisez les opérations de levée de fonds, de communication et tous les événements, et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Alors, la Fondation et les services, on le disait tout à l'heure avec le professeur Hans, communiquent énormément. C'est-à-dire que vous êtes presque un binôme. C'est-à-dire que vous, en tant que chef de service, lorsque vous avez des besoins, vous vous adressez à la Fondation ? C'est là qu'il y a une interaction qui est extrêmement forte, effectivement, entre les services qui sont des entités enclavées au sein même de l'hôpital et l'administration de l'hôpital et la Fondation Foch.
C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous à l'écoute les uns des autres, en quelque sorte des demandes que l'on peut avoir, des suggestions que l'on peut proposer, ce qui nous permet d'avancer justement dans les projets que l'on peut avoir pour développer différents projets. Et tout ça, bien entendu, toujours pour les malades, pour qu'ils soient traités le mieux possible, le plus efficacement possible, dans les meilleures conditions. Alors, on va en parler de tous ces projets, Monsieur Rodèche, Georges Rodèche. C'est vous, d'ailleurs, en 2002, qui avez été appelé à créer ce nouveau service de neuroradiologie. Vous disposez aujourd'hui, grâce à la fondation, d'un magnifique radiobloc. Est-ce que vous pouvez nous présenter, alors en quelques mots, en quelques lignes, vraiment l'activité, qu'est-ce que c'est la neuroradiologie, et puis surtout nous présenter votre radiobloc? Alors effectivement, j'ai eu la chance d'avoir été appelé ici par l'hôpital en 2002 pour créer ce service qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que la neuroradiologie, c'est, comme son nom l'indique, la radiologie des anomalies ou des malformations du système nerveux, qui concernent à la fois le cerveau et à la fois la moelle. Au départ, avant 2002, cette neuroradiologie existait, mais c'était une unité courte qui était rattachée à la radiologie générale. L'hôpital a eu l'idée d'individualiser justement cette unité et d'appeler un nouveau chef de service pour la faire grandir. Quand nous sommes arrivés en 2002, nous étions 3 médecins qui nous occupaient de la neuroradiologie diagnostique et thérapeutique, qui sont les 2 volets, en quelque sorte, de cette spécialité. La neuroradiologie diagnostique, c'est, encore une fois, poser le diagnostic de l'affection du système nerveux central. Et ça se passe principalement par l'IRM et le scanner. Et à côté de cette neuroradiologie diagnostique, vous avez de la neuroradiologie thérapeutique ou interventionnelle, qui est la spécialité dont je m'occupe moi préférentiellement. C'est-à-dire qu'on va traiter certaines malformations vasculaires du cerveau, des malformations artéroveineuses, des anévrismes, des choses comme ça, en passant par l'intérieur des vaisseaux, en ponctionnant une artère ou une veine, en périphérie, habituellement au niveau du pli de l'aine, à la hauteur de la racine de la cuisse, et en montant ensuite des petits cathéters jusqu'à l'intérieur même du cerveau ou de la moelle, sur la pathologie en considération. Et on va à ce moment-là injecter à l'intérieur même de cette pathologie des produits, des emboles sclérosants qui vont la déconnecter en quelque sorte de la circulation cérébrale normale ou médulaire normale. Ce qui fait que cette lésion n'est plus fonctionnelle, ne présente plus de risque, et on garde à ce moment-là une circulation cérébrale renouvelée au pourtour de la lésion. Donc toutes ces interventions ont lieu au radiobloc. C'est l'un des plus grands et des plus modernes de la région. Oui, ça je suis très, très, très heureux de le dire, c'est que grâce à l'hôpital et à la Fondation, nous avons pu acquérir ce radiobloc. Alors là aussi, radio parce qu'on utilise des rayons X et des instruments de radiologie, et bloc parce que ça travaille comme un bloc opératoire. Et 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24. En 2002, effectivement, le radiobloc était petit, étriqué, étroit, avait 2 salles d'angiographie que 3 services se partageaient, la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle et la neuroradiologie. Avec les développements d'activités, très rapidement, tout cela a été obsolète. Les machines vieillissant, les programmes débordant, on n'arrivait plus du tout à traiter correctement les patients. Et donc il a suffi, et on a eu l'opportunité de discuter avec le conseil d'administration et la fondation pour leur faire comprendre justement l'utilité de développer cette activité importante pour qu'on mette à notre disposition très rapidement la mise en place d'un nouveau radiobloc. On est passé d'à peu près 100 à 120 mètres carrés sur les 2 salles à 750 mètres carrés actuellement, avec 3-4 salles qui sont dédiées justement à ce type d'intervention. Une pour la cardio, une pour la radio et une dédiée à la neuroradio où on pratique toutes nos interventions. Là aussi, on peut souligner une très grande réactivité de la part de la Fondation. Ah oui, absolument. Ça, je vous dis, tout au début, les cabinets de conseil qui nous avaient été alloués ne comprenaient pas tout à fait ce dont on avait besoin, ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Et au cours d'une discussion informelle avec le président du conseil d'administration et de la fondation de l'époque, les choses se sont enclenchées très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, la réunion formelle se mettait en place. Et 2 ans ou 2 ans et demi plus tard, le radiobloc avait surgi de ses cendres. Et depuis, c'est un endroit, vous l'avez visité, qui est effectivement sans doute le plus moderne d'Île-de-France, un des plus modernes et des plus beaux du moins de toute la France, avec des locaux disposés de façon à ce que les gens travaillent dans le calme, dans la sérénité, dans l'efficacité. Et puis pour les patients aussi,
que les patients soient accueillis justement dans le calme, la tranquillité, la sérénité, ce qui apporte beaucoup là aussi de mise en confiance de patients. Tout à fait. Le docteur Rodèche parlait de 2 ans. 2 ans, finalement, c'est allé très très vite. Racontez-nous, vu de l'intérieur de la Fondation, qu'est-ce que vous avez fait du coup pendant ces 2 ans ? Je voudrais juste apporter une petite précision sur les circuits de validation, puisqu'on est très heureux de ces échanges qui sont très resserrés entre l'hôpital et la Fondation. On communique énormément, on travaille beaucoup main dans la main avec les médecins. Oui. Et donc, on a régulièrement des demandes, on identifie les demandes des médecins, mais la Fondation ne finance pas tant que ça ne rentre pas dans le projet d'établissement de l'hôpital. Donc, on a quand même un circuit avec un comité scientifique, etc. Tout passe par la validation du directeur de l'hôpital. Et ensuite, nous, on fait valider ça en conseil d'administration également. Donc, ce qui peut expliquer aussi un peu les 2 ans, puisque notre conseil d'administration se réunissant tous les 6 mois à peu près. Voilà, donc on a un petit délai qui peut être lié donc à ces instances. Et une fois la validation faite, nous, on va lever des fonds. Mm-hmm. Donc pour cela, on va organiser pas mal d'actions, de communication ou alors des événements. Et voilà, l'idée, c'est de monter des projets main dans la main avec les médecins et donc de trouver les financements adéquats en fonction du projet. Donc ça peut être parfois du mécénat, etc. Vous mettez tout en œuvre pour servir les services, l'hôpital, les patients. Mais vous avez compris, d'après ce que Maëlys dit, à quel point l'interaction entre la Fondation, la direction et les médecins est importante. Oui. C'est-à-dire qu'on chacun parle et chacun s'écoute. Ce qui ne se trouve pas partout, si vous voulez, dans d'autres institutions. Ici, on a cette flexibilité, cette fluidité qui permet justement d'aller trouver l'interlocuteur, de défendre les arguments, d'entendre les siens et de faire à ce moment-là progresser les choses. Vous appuyez tous les uns sur les autres, absolument, en fait. Absolument. La raison d'être de la Fondation, c'est l'hôpital. Et la Fondation est vraiment un levier, un accélérateur d'innovation pour l'hôpital. Et d'ailleurs, vous, docteur Rodèche, vous rencontrez aussi parfois les donateurs, les grands donateurs. Comment ça se passe ? Vous organisez de temps en temps des rencontres ? Alors, j'ai eu la chance, effectivement, d'être convié à 2 reprises déjà depuis le début de l'année à des manifestations pour rencontrer des donateurs, des grands donateurs, leur expliquer à peu près ce qu'on fait, parce que c'est vrai, quand on dit neuroradiologie interventionnelle, ça paraît un peu Star Trek, ça peut un peu flou, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc mon rôle à moi, c'est de leur expliquer ce qu'on fait, leur expliquer les pathologies que l'on traite, expliquer le futur de ces traitements que l'on va pouvoir développer, et puis définir également les besoins que l'on peut avoir. Et vous les sentez intéressés, passionnés ? À chaque fois, enfin j'ai de la chance, oui, à chaque fois on a trouvé des interlocuteurs qui étaient extrêmement intéressés, extrêmement passionnés par ce qu'on pouvait raconter, et qui étaient demandeurs justement d'en savoir un petit peu plus. C'est la raison pour laquelle, avec Maëlys et l'administration, on les a invités également à visiter le radiobloc, et on leur présente, non pas des malades, mais on a des présentations de cas spécifiques pour leur dire, voilà, quand on dit qu'on va emboliser telle lésion, ça veut dire ça. Ah oui, en pratique, vraiment, concrètement, pour qu'ils se rendent bien compte. De façon tout à fait anonymisée, bien entendu, pour les patients, mais de façon à ce qu'ils se rendent compte exactement de ce dont on parle. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les médecins pour incarner leur projet. Nous, à la Fondation, c'est toujours très délicat, on n'en parle pas, on n'a pas l'ambition, on n'a pas la prétention de s'accaparer tout le savoir médical. On est là comme porteur de messages. Et puis ensuite, quand on sent un intérêt et quand on a identifié des donateurs potentiels, donc des prospects, on aime vraiment faire venir les porteurs de projets sur le terrain. Qui mieux que les médecins, les porteurs de projets peuvent en parler. Voilà. Donc, pour les convaincre, mais ça, vous savez, c'est le travail de tout médecin. À partir du moment où un médecin fait une formation et fait... Le mot est un peu grossier, mais carrière. Il le fait parce qu'il a eu de la chance de rencontrer des gens qui lui ont apporté des choses. Donc moi, je considère que chaque médecin n'est qu'un passeur au cours de sa vie professionnelle. Il a eu de la chance d'acquérir des connaissances, il a eu de la chance de rencontrer des gens, et la moindre des politesses, c'est de transmettre ces connaissances ou de mettre les gens en relation qui n'ont pas eu l'occasion, la chance, l'opportunité d'avoir les mêmes rencontres. Ce sont des valeurs qui sont chères à la Fondation. Tout à fait, oui.
Docteur Rodèche, votre service a été labellisé en 2017 par le ministère de la Santé, centre de référence pour les maladies rares en ce qui concerne les pathologies vasculaires du système nerveux central. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, il y a eu en 2017 une campagne de labellisation qui a été étudiée et fomentée par le ministère de la Santé et qui a défini certains centres français comme étant des centres particulièrement de référence sur la prise en charge de ces pathologies rares. Pathologie rare, ça veut dire qu'il y a un malade sur 2000 à peu près qui va être affecté par cette pathologie. Donc nous avons proposé justement notre champ d'expérience sur la pathologie vasculaire cérébrale et surtout médulaire de l'adulte et de l'enfant. Pour vous donner un exemple, si à peu près 1% de la population française est affectée par un anévrisme cérébral, l'anévrisme c'est une boule, une hernie sur une artère, 0,1% présente une pathologie vasculaire malformative cérébrale et 0,01% une pathologie médulaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années. On a réussi à Foch à développer ici la plus grande série française, la plus grande série européenne et la deuxième plus grande série mondiale après la Chine. La Chine à cause de la population. Et on a la chance justement d'avoir des malades qui nous viennent de toute l'Europe et du monde entier qui sont venus se faire traiter chez nous, qui nous ont fait confiance. Oui. Et donc on a utilisé justement ça pour cette labellisation. Et à côté de ça, on est adultes et enfants. Le Foch n'étant pas un hôpital d'enfants, nous avons passé convention avec une autre institution parisienne, la Fondation Rothschild pour ne pas la nommer, où c'est moi qui me déplace pour aller traiter des enfants, depuis le nouveau-né jusqu'au grand adolescent, pour traiter également ces pathologies. L'hôpital Foch est un centre de référence pour la prise en charge de l'AVC également. Vous disposez d'une salle dédiée. Vous pouvez nous la présenter ? Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est effectivement un des problèmes de santé publique les plus importants actuellement. C'est-à-dire qu'il survient habituellement lorsque une artère cérébrale se bouche. Un caillot part soit de la carotide, soit du cœur et va emboliser, boucher une artère cérébrale. Immédiatement, tout le territoire neurologique qui va dépendre de cette artère va souffrir. Et cette souffrance se traduit par un symptôme. Ce symptôme peut être une paralysie brutale, un trouble de la parole brutal, un trouble de la vision brutal. Il importe à ce moment-là que le malade soit pris en charge extrêmement rapidement en hôpital pour que le diagnostic soit posé, qu'on fasse exactement la différence entre une hémorragie et une occlusion et qu'on puisse à ce moment-là traiter le patient. Ce traitement de patient va se faire, lorsque l'on parle d'accident vasculaire cérébral, en allant retirer le caillot à l'intérieur même de l'artère, toujours selon les mêmes techniques. Et à ce moment-là, on rétablit une circulation. Et tout ça doit se faire dans des conditions extrêmement rapides. Et nous sommes effectivement le centre régional de compétences et de référence pour ce type de pathologie. Merci beaucoup, Dr Rodèche, pour toutes ces explications. Des projets, peut-être ? Évidemment, vous n'allez pas me dire non. Quels sont vos projets, vos besoins ? De quelle façon avez-vous envie de développer davantage votre service ? Alors, plusieurs domaines, bien entendu. D'abord des domaines de recherche, puisque on va réfléchir avec d'autres universités à pouvoir développer des médicaments qui vont pouvoir traiter ces malformations vasculaires, qui sont des lésions qui commencent par des défects biologiques. Et en contre-indiquant ces défects biologiques, on arrivera à stabiliser les lésions. Donc ça, c'est un des volets. Vous parliez d'accident vasculaire cérébral. Il nous faudra dans l'avenir, selon les décrets ministériels, une salle absolument spécifique pour accueillir ces urgences, à toute heure du jour et de la nuit. Parce qu'effectivement, puisque notre activité se développe, on occupe les salles d'angiographie neuro déjà tout le temps. Et si une urgence arrive, il faut bousculer tous les programmes, annuler des patients. Donc il faut une salle dédiée, si vous voulez, qui fasse H24, 365 jours, accueil de ces patients. De façon à ce qu'ils puissent être traités de meilleure façon et surtout récupérer leurs symptômes le plus rapidement possible. Je sens que Maëlys de Chassey vous écoute attentivement. Vous êtes prête à accueillir ce nouveau projet ? Écoutez, oui, bien sûr. En suivant bien sûr tout le cheminement dont on a parlé pour les circuits de validation, mais oui, on est toujours partant pour l'innovation. Comment se fait le choix, justement ? Est-ce que c'est difficile ? J'imagine que vous êtes sollicité par
tous les services, que les projets sont nombreux. On a quand même un grand filtre qui est effectué déjà par les chefs de service. D'accord. Notamment pour tout ce qui va être bourse d'études. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais sur les modes de soutien de la Fondation à l'hôpital. Et certains des projets sont directement proposés par la direction. Et voilà, donc nous, en général, on donne plutôt un feu vert quand l'hôpital nous soumet des projets. Merci beaucoup, Dr Rodèche. Maëlys de Chasset, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice du développement des ressources de la Fondation Foch et vous supervisez donc les opérations de levée de fonds et puis des événements. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des événements que vous avez organisés ces derniers mois? Il y en a beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué et ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que, alors oui, vous êtes une fondation magnifique, impressionnante, mais très moderne aussi. On a vraiment l'impression que c'est une fondation qui dépoussière un petit peu justement l'esprit fondation. Toute l'équipe est jeune, dynamique, enjouée, toujours enthousiaste, vraiment, toujours. Et donc, vous avez des idées qui sont incroyables. Enfin, je pense notamment au gaming. Oui. Voilà, aucune autre fondation n'a pensé à une idée pareille. Racontez-nous comment ça s'est passé. En effet, on a de la chance parce qu'on est une équipe assez resserrée, on s'entend tous vraiment très bien. Oui. Et puis, on a une liberté d'action qui est assez inestimable, avec un directeur qui nous fait confiance aussi. Donc, on peut arriver un matin avec une idée et la rendre possible dans la semaine. Donc c'est une chance qu'on mesure toutes. Et donc là vous avez parlé de différents événements, dont le gaming. Le gaming, pour resituer un petit peu, on a fait une levée de fonds un peu atypique. Donc on se tourne beaucoup vers le digital depuis quelques mois, depuis beaucoup la crise Covid. Oui. Et donc sur cet axe de digitalisation de la Fondation, on a souhaité s'adresser à des gamers, à des personnes qui suivent des influenceurs en ligne en organisant des jeux vidéo pendant 72 heures consécutives dans nos locaux. Donc c'était quand même une expérience assez folle. Donc on a fait venir des personnes de toute la France. Ça a été suivi dans le monde entier, mais bon, c'était beaucoup en France. On a été pendant quelques heures dans le top 3 des tendances Twitter France. Enfin, vraiment, on a eu une très très belle visibilité. Ouais. On a levé beaucoup de fonds. C'était beaucoup de tout petits dons. Une cible très très jeune, mais on était vraiment très heureux d'en faire partie et ça nous a permis de toucher des publics nouveaux. Donc on est ravis. C'est quelque chose qu'on envisage de peut-être reproduire, alors peut-être différemment, mais même au sein de l'hôpital, on a senti que ça créait des communautés. Enfin, c'était très fédérateur, en fait. Beaucoup de médecins, d'ailleurs, sont venus pour assister, voir comment ça se passait. On a été très surpris de voir l'engouement, en fait, de personnel soignant aussi, qui nous ont dit, nous, est-ce qu'on peut faire une équipe? Nous, on est X brancardiers, on joue à tel jeu, etc. Oui. Ils ont joué, ils ont participé? Certains ont participé, mais après, on a eu beaucoup de médecins qui sont venus aussi. Il y a eu quelques interviews pendant le week-end. On a eu des chefs de service qui ont pris la parole, qui ont essayé des jeux aussi avec les jeunes qui étaient là. On a eu des enfants de personnel aussi qui sont venus parce qu'ils ne croyaient pas à leurs parents quand les parents disaient mais on organise ça avec un tel que les jeunes connaissaient et pas forcément les parents. Oui, parce que là vous aviez fait appel vraiment aux stars du gaming. Oui, on a eu quelques grands noms. Alors ça parlera pas forcément ici, mais on a eu des personnalités assez médiatisées qui nous ont beaucoup aidés pour lever des fonds. Et en termes de déco, on peut dire aussi que la fondation a été un petit peu relookée. Clairement, oui. Pour ceux qui n'ont pas pu assister, peut-être comme le docteur Rodèche, est-ce que vous pouvez nous dire du coup à quoi ressemblait la grande salle de réunion de la fondation? C'est très amusant parce que moins de 2 mois avant, nous avions la visite du président Emmanuel Macron dans la même salle, donc qui est une salle assez institutionnelle. C'est un pavillon ancien qui est fin 18e avec des moulures, un parquet en bois, etc. Et donc vous imaginez un décor avec des tableaux anciens qui représentent les grandes fondatrices de la fondation, des bustes, etc. Et puis dans ce décor, en fait, tout a été totalement modifié pour occulter les fenêtres, pour mettre fallait être dans le noir total, des ordinateurs partout, mais tous branchés en réseau. Mais alors c'est pas des petits ordinateurs comme on peut les voir pour des utilisations domestiques. Là, c'est vraiment pour des gamers, donc des très gros postes, des gros ordinateurs, les chaises qui vont avec, un équipement incroyable, de la lumière, mais une salle globalement plongée dans le noir tout le temps.
avec une ambiance, vraiment une effervescence, puisque tout le monde était au casque, en train de se parler. C'était tout le monde, enfin chaque joueur animait des directs en fait sur des chaînes qui sont les leurs. Une grande concentration aussi pour eux. Hein. Voilà. Bah alors après, il y a eu aussi un esprit assez léger quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, on imagine quand même, vu la moyenne d'âge, vu le sujet qui était traité, voilà, les jeux vidéo, c'était quand même très bon enfant. Et c'est vraiment super que tous ces gens, ces jeunes se soient impliqués comme ça pour un hôpital, pour la fondation. Et puis, les bénéfices ont été aussi importants. On a été ravis, oui. Autre projet, autre action menée ces derniers mois par la Fondation ? Alors là, on a un projet en cours de réflexion encore, là, sur le digital toujours. La Fondation s'est lancée récemment dans les crypto-monnaies. Et donc, on travaille actuellement sur une collection d'œuvres NFT. Donc, c'est encore un projet très différent, une cible différente. C'est toujours donc du numérique pour le coup. Très moderne, toujours. Hein. Voilà, on essaie de faire ça, mais on fait ça pour contrebalancer aussi d'autres actions qui sont beaucoup plus classiques que nous pouvons porter. Comme il y a quelques jours, nous avions un dîner de gala qui était organisé pour des grands chefs d'entreprise, des mécènes, nos grands donateurs. Voilà. Ouais. Donc c'est des choses qui sont très, très variées et très complémentaires en fait. Ce sont des cibles différentes. Ouais. Le golf également. Le golf également, oui, tout à fait. On fait la 5e édition là, cette année. Donc on se réjouit puisque c'est à chaque fois d'un nouveau lieu. Là, nous inaugurons le 3e golf. L'idée là, c'est de réunir à la fois des médecins et puis des donateurs. Ils se rencontrent, ils jouent ensemble. Là aussi, ça crée... Tout à fait, avec des temps forts aussi, des prises de parole qui sont organisées pendant la journée, qui permettent encore une fois de mettre en lumière les grands projets, les besoins de la Fondation et de l'hôpital Foch. Dans un contexte qui est très différent, qui est un cadre très convivial. Enfin, c'est lié à une activité sportive, donc les gens sont détendus. En général, on arrive à avoir des participants qui sont très heureux et qui ont envie de soutenir et qui ne partent pas de la journée sans nous dire soit je fais un don personnellement, soit on se revoit très très vite pour parler d'un éventuel partenariat, un mécénat. Ouais. Et il y a quelques années, on a fait à la suite de notre trophée de golf, on a une entreprise qui a décidé de devenir mécène de compétences de l'hôpital Foch et qui a créé une grande banque de données sur laquelle ils ont travaillé ensemble beaucoup avec le service de pneumologie notamment et de chirurgie thoracique. Et ils travaillent depuis des années, ça a été estimé à presque 900 000 €. Donc ça peut être des choses qui se débloquent comme ça dans un univers qui est un contexte qui est très, 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 très décalé de l'hôpital et qui permet ensuite quand même de toucher les gens de manière différente. Comment devient-on mécène de la Fondation ? Très simple. Alors, c'est soit qu'est-ce qui nous amène à devenir mécène ? En général, c'est un cheminement personnel. On a beaucoup de gens qui sont touchés, soit directement par des pathologies ou alors qui ont des proches qui ont été beaucoup suivis à Foch. C'est l'essentiel de nos donateurs et de nos mécènes. Mais on a aussi des personnes qui croient beaucoup dans les projets qu'ils entendent, qu'ils découvrent via la Fondation parfois, ou alors directement via leurs médecins. On a aussi des médecins qui peuvent nous apporter des mécènes en disant j'ai soigné un tel qui veut maintenant, qui est très reconnaissant, qui est ravi de sa venue et qui a été très bien soigné. Et donc ça peut être ce cheminement qui est de remercier en fait le personnel, une belle reconnaissance à l'hôpital Foch, un très fort attachement. Et puis ensuite si la question porte plus sur les conditions matérielles, sur comment est-ce qu'on peut devenir mécène. Alors là c'est vraiment très très simple puisque on fait c'est l'équivalent d'un virement, un chèque et puis une convention, on s'engage ensuite. Voilà. Bien plus simple que ce qu'on peut s'imaginer finalement. C'est très simple, oui tout à fait. Et puis il suffit de prendre contact avec la Fondation et ce sera encore plus simple. Exactement, tout à fait. Docteur Rodèche, pour conclure, qu'est-ce qui fait selon vous que l'hôpital Foch, la Fondation Foch, qu'est-ce qui fait que c'est un hôpital pas comme les autres justement ? La flexibilité, la fluidité, le sens de la famille qu'on peut avoir ici et non pas d'une hiérarchie qu'on peut l'avoir dans d'autres institutions. Ça, c'est quelque chose, moi, qui vient de l'assistance publique, où les choses sont extrêmement formatées, rigides. Ici, c'est véritablement, ce qui m'a fasciné, c'est le contact direct, la façon rapide de pouvoir exprimer ses projets, l'écoute que l'on peut avoir de la part des institutions. Et je vous dis, ça correspond à cette flexibilité, cette fluidité que je trouve, cet esprit Foch qui n'existe nulle part ailleurs. Et vous, Maëlys, selon vous, qu'est-ce qui fait que Foch, l'hôpital, la Fondation
Alors déjà, on a un modèle qui est assez atypique puisque c'est du privé d'intérêt collectif. Oui. Donc on a vraiment les actions, enfin, le meilleur du privé et du public puisqu'on est très agile. Et je pense que ça permet à beaucoup de médecins de pouvoir un peu rêver, de nourrir l'espoir, de porter des projets, d'être très ambitieux. Et je pense qu'à la fois cette flexibilité, cette agilité attire des talents et attire également de nouveaux projets à chaque fois. Merci à tous les deux. Un grand, immense merci d'ailleurs aussi à toute l'équipe de la Fondation. Laurent Kessial, le directeur, Monsieur Bull, le président. Merci à vous, Maëlys, pour tout ce que vous faites. On peut remercier également Valentine Laurent, Marie Afoumou, Tonia. Vous avez vraiment... Tonia et Virginie aussi. Virginie. Vous avez une équipe très féminine. Alors là, bravo, vraiment, Monsieur le directeur. Félicitations et bravo vraiment à toute l'équipe et tout ce que vous faites pour l'hôpital. J'étais ravie de faire cette émission avec vous. Merci à vous surtout pour votre écoute. C'était passionnant. Très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Podcast grand format, le podcast événement de la Fondation Foch.